ce nouveau numéro des Échos de la Finance, nous avons fait une exception. En effet, parmi les commentaires que nous avons reçus pour les dernières émissions, parmi ces commentaires, il y en avait un qui, après nous avoir complimenté, ce qui est très gentil de sa part, nous a demandé s'il était possible de traiter d'un sujet spécifique. Et le sujet qu'il proposait, c'était démographie, et développement économique. C'est un sujet classique, ce qui nous a fait suspecter d'ailleurs qu'il s'agissait probablement d'un étudiant qui voulait se faire aider pour un devoir qu'on lui avait donné. Mais ne soyons pas mal parlants, comme on dit en créole, c'est peut-être simplement de la curiosité. Alors, bon, donc, démographie et développement économique, c'est un sujet classique sur lequel, jusqu'à présent d'ailleurs, les spécialistes ne sont pas d'accord, car la question est-ce que la croissance démographique, c'est-à-dire l'augmentation de la population d'un pays, est-ce que la croissance démographique favorise le développement économique ou bien est-ce le contraire? Jusqu'à présent, les gens ne sont pas d'accord. Le grand Malthus, celui qui a donné le malthusianisme, le grand Malthus pensait que la croissance démographique était mauvaise pour le développement. D'autres disent au contraire que sans croissance démographique, le développement économique va reculer, va subir. Alors on va voir aujourd'hui, toujours avec notre ami William Savary, qu'est-ce qu'il y a lieu de penser de ces données. On dira un mot évidemment sur ce qu'est la démographie, la croissance démographique, à quoi ça peut servir de connaître ces chiffres. On sait déjà que aujourd'hui la population mondiale est de l'ordre de 7,7 milliards d'individus, c'est-à-dire 7 milliards 700 millions, et les projections nous entraînent aux environs de 10 milliards d'habitants sur la Terre aux environs des années 2050. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous allons pouvoir nourrir tout le monde? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Bon, toutes ces questions sont ouvertes. Bonjour William et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour Haïti, bonjour Métropole, bonjour tout le monde. Bon, alors... À vous entendre parler, c'était vraiment une bonne introduction. Effectivement, nous avons tous les deux suspecté que c'est une sollicitation pour un devoir qui a été... Ne soyons pas mal parlants. Comme je dis, on n'en sait rien, mais de toute façon... Allons commencer d'abord par évoquer Malthus, comme vous l'avez suggéré. Et il faut après faire une mise en contexte. Il faut dire que Malthus a écrit à une époque où il y avait beaucoup de misère en Angleterre. Et pendant la misère qu'il a témoigné, qu'il a vue en Angleterre, lui a inspiré à avoir cette proposition centrale. Que, en fait, si la population continue à grimper, il y aura beaucoup plus de misère. Pourquoi? Parce que la pression démographique sur les ressources naturelles, particulièrement l'agriculture, les gens ne parviendront pas à se nourrir, et alors ils seront sujets, par exemple, à des famines. Donc, ils seront sujets à des épidémies. Ils seront sujets au froid. Donc, il faudrait dire, et aussi, ils seront également sujets, l'un deviendra le prédateur pour l'autre. Donc, vraiment, c'est la proposition centrale de Malthus dans son livre Essay on Population. Maintenant, on a vu avec le temps que ces inquiétudes ont été adressées parce que les prédateurs, on les tue. Le froid, on a inventé des vêtements... De moyens de se protéger. De se protéger. Les épidémies. La médecine a fait beaucoup d'avances. Et la faim. La famine.
la productivité de l'homme aujourd'hui est de loin supérieure à toutes nos attentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de crainte aujourd'hui, en effet, dans les milieux informés, sur la possibilité de la Terre de subvenir aux besoins alimentaires de la planète, même si on arrive à 10 milliards. Cependant, vous venez de parler des progrès de la médecine, c'est une évidence, dans différents domaines, n'empêche que Covid nous a fait mal. Oui, mais écoutez. Pourquoi? L'imprévisibilité des choses. Mais non, je vais vous signaler. Et pour ce qui est de la famine, la guerre en Ukraine aujourd'hui. Il y a la Deuxième Guerre mondiale, il y a la Première Guerre mondiale, il y a les guerres qui se font, mais la population se renouvelle. Oui. Maintenant, prenons. Mais le blé pose problème aujourd'hui. Oui, mais il y a autre chose que les gens peuvent manger. En fait, c'est bien de mentionner le blé parce que je dois vous rappeler qu'il y a eu une famine en Irlande. Et la famine de potato famine. Oui, ce qui a été à l'origine de la grande vague migratoire des Irlandais. Maintenant, je dois vous signaler que l'une des raisons pour lesquelles la famine a été aussi grave en Irlande, c'est parce qu'il y a une portée religieuse dans la notion du contrôle de la population. Pourquoi? Parce que la notion victorienne du sexe, où le sexe est devenu se fait pour le plaisir plutôt que pour la procréation, et l'Église a toujours maintenu qu'il fallait s'abstenir. Donc les gens, ils vous ont dit que les Irlandais étaient beaucoup trop fertiles, c'est pourquoi il y a eu la famine chez eux. Alors ils ne se rendent pas compte. Donc c'était une malédiction. C'est comme aujourd'hui, nous avons des gens qui vous disent qu'à cause du vaudou, le pays Haïti est sujet à tant de périls. C'est à cause du vaudou, parce que c'est une malédiction. Mais les Anglais ne se sont pas rendus compte. Ceux qui disaient que c'était à cause de leur fertilité ne s'étaient pas rendus compte. C'est parce que les pommes de terre étaient les seuls féculents que les gens pouvaient avoir. Et ils ont procédé à empêcher aux Américains de fournir du blé à l'Irlande. Donc, ils ont activement intervenu pour provoquer le danger de la faim, les maux de la faim. Donc, ils ont provoqué à l'extermination. Donc, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il faut mentionner, en dehors de la question morale, là, c'est une question morale qui... Moralo-religieuse. Oui. Maintenant, il faut dire que à la proposition centrale de Malthus, il y a cette hypothèse que la population humaine grandit de façon algébrique. De façon algébrique. Progression algébrique. Merci Serge. Progression algébrique. Alors que la production... La croissance de la population se fait à proportion géométrique, exponentielle, et la production de la nourriture se fait pour des proportions algébriques. Mais ce qui, en fait, parce que Malthus observait, par exemple, les lapins, et observait que les lapins avaient 10 portées, ce qui est totalement contraire à l'humain qui prend 9 mois pour avoir un bébé. Évidemment. Et maintenant, normalement, ce qu'il a observé aurait dû être renversé, parce que, en fait, ce sont les humains qui accroissent la population, la démographie connaît une croissance au niveau algébrique et la production au niveau exponentiel. Et c'est pourquoi nous connaissons en fait la production agricole, la production industrielle, tout ceci, en fait, ce quintuple chaque 5 ans. Et la notion que la population pourrait croître beaucoup plus rapidement que la production pour nourrir la population. Les chiffres que Malthus a utilisés vous donneraient une croissance démographique de 2,7-2,8% annuel. Ils avaient projeté que la population pourrait doubler chaque 25 ans. Wow. Donc c'est vraiment... Quoique ce soit vrai que la population accroît à 2,5, par exemple en Haïti, si on prend de l'indépendance à nos jours, notre population croît annuellement à la moyenne à 2,8%. Oui. Hein? Oui. Donc,
Maintenant, oui, mais là, bon, d'accord. donc maintenant, c'est vraiment là, cette notion qui a en fort une autre part une extension de la proposition centrale, que la population, la croissance démographique dépasserait de loin l'habilité de la société de nourrir tout le monde. Donc, on pourrait peut-être faire un petit point de précision là. Quand on parle de croissance démographique, en fait, ça revient à opposer le taux de natalité au taux de mortalité. Okay, bon. Quand dans un pays, les gens meurent plus qu'il y en a qui naissent, à ce moment-là, la population baisse. C'est le cas. C'est le problème du Japon. C'est le problème du Japon, c'est le problème de pratiquement tous les pays d'Europe. Aujourd'hui, la population allemande diminue. Il n'y a qu'un seul pays qui fait exception, c'est la France, où le taux de natalité est encore de l'ordre de 2 pour... Les Français sont en moyenne 2 à 2,5. Il ne faut pas dire 2,5. Oui, mais bon... disons... un petit peu plus que 2 enfants par femme, et donc ça permet de... Maintenant, il faut également rajouter les apports de l'immigration, etc., dont il faut tenir compte. Mais c'est ça le problème des pays développés aujourd'hui. Maintenant, il faut souligner, maintenant, là, il y a ici une notion patriarcale. Parce qu'en fait, c'est vraiment que fait la femme? Est-ce que la femme est faite pour avoir des bébés? Est-ce que la femme doit rester à la maison et donner naissance? Et ça, c'est très sérieux au niveau de la lutte de la femme, de l'émancipation de la femme. Bien entendu. Et à cause de cette lutte, si vous dites ce que vous venez de dire, les gens vont... Ça pourrait amener les gens à conclure que l'émancipation de la femme et l'éducation de la femme, en fait, est pour beaucoup responsable de la chute dans la croissance démographique. Bon, il y a des gens qui soutiennent ça. Oui, c'est pourquoi oui. C'est pourquoi des gens qui soutiennent que plus les femmes sont éduquées, moins elles font d'enfants, etc. Quand je dis vous, je dis vous, c'est pas vous, c'est le royal vous. Oui, c'est ça. Mais inversement, on constate également que le taux de natalité des pays sous-développés est infiniment supérieur au taux de natalité des pays développés, toute l'Afrique. Non, en fait, à travers le monde, le moins qu'il y a de là où il y a, même enfin, vous allez trouver des pochettes dans toute société où le taux de natalité est beaucoup plus moindre que la moyenne. Et ça varie en fonction de l'éducation des gens, pas plus de leur ignorance. Plus les gens sont éduqués, et même pas de leur richesse, parce que richesse ne veut pas dire éducation. Ouais. Donc, ça varie vraiment en fonction de l'éducation et de l'homme et de la femme. Parce que plus les gens sont éduqués, plus ils veulent avoir le moindre d'enfants et se sacrifier totalement pour donner le meilleur à leurs enfants. Donc, ils veulent élever un échantillon de la société. Inversement, dans les pays où la mortalité infantile est grande, il faut faire 6 ou 7 enfants pour avoir la certitude qu'il en restera 2 pour s'occuper de vous lorsque vous deviendrez vieux et impotent. Bon, il faut souligner mais il y a des exceptions partout. Le Canada a été pendant des années champion du monde de la natalité. Les familles canadiennes, c'était 5, 6, 7, 8, 9 enfants. C'était courant. Mais il faut pas oublier que il est probable que ceci ait été une politique au Canada, de même qu'en Israël, pour augmenter la population en Israël. Et c'est une politique que les familles soient nombreuses. Hein? Et au Canada, il ne faut pas oublier, le Canada avait perdu au moins 3 millions d'hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a fallu avoir une politique de renouvellement de la population. Oui, donc, c'est jouer avec... ce sont des décisions d'État, si vous voulez. Parce qu'un État, par exemple, la Chine, il ne faut pas oublier que la Chine avait, pendant une époque, limité le nombre d'enfants par famille. Un seul enfant par famille. Ouais. Maintenant, vu que nous parlions de la notion politique, de décision politique, je vais vous signaler une contradiction qui existe dans la droite
dans la droite américaine. Hein. La droite américaine, c'est vraiment... La droite ou l'extrême droite? La droite et l'extrême droite américaine, en fait, dans tous les pays du monde. Hein. Ils sont anti-immigration et ils sont également anti-avortement. OK? Ça veut dire que, vous savez, aujourd'hui, la Cour suprême américaine a récemment voté pour rendre l'avortion, pour presque rendre l'avortement illégal au niveau fédéral. Mais plutôt, si vous voulez, ils ont transféré cette responsabilité à chaque État. Chaque État, hein? oui. Il y a d'ailleurs aujourd'hui encore un État qui a voté l'interdiction, je ne sais plus, à l'Alabama ou je ne sais pas quoi, qui a voté l'interdiction de l'avortement à la seconde même de la conception. Donc l'extrême droite commence vraiment à s'approprier de ce sujet et ils souhaitent qu'avec ça, ils vont pouvoir gagner davantage de pouvoir politique. Maintenant, je dis que c'est une contradiction, pourquoi ils sont anti-avortement. Mais il se trouve qu'ils sont également anti-aide sociale. Et alors que l'aide sociale a été conçue effectivement pour nourrir ceux-là qui ont pris naissance et qui ne pouvaient pas se nourrir. Hein? Oui, c'est ce qui a expliqué pourquoi le premier chantier auquel Donald Trump s'est attaqué, c'est le Obamacare. Bon, il ne supportait pas l'idée même que l'on puisse avoir une politique sociale aux États-Unis. En fait, c'est tous les républicains en général. Hein? Oui, mais lui a été particulièrement féroce. Oui, c'est pourquoi il a été élu. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi? Parce que Donald Trump a été élu avec une majorité des voix. Hein? Mais ça veut dire qu'aux États-Unis, la majorité des gens pensent comme lui. Et c'est très dangereux. Et c'est pourquoi il pense qu'il peut revenir en 2024. Qu'il fait tout pour Absolument. Revenir. Donc, la seule chose qui peut le torpiller, c'est vraiment, c'est l'amplitude de son extrémisme. C'est ce qui peut le chuter. Et si les gens de bonne volonté, les gens de bonne conscience pourraient se mettre debout et dire non. Bon. Oui, bon, nous voilà bien loin. Alors finalement, au bout du compte, vous, votre avis en tant qu'expert économiste quand même, est-ce que vous êtes plutôt malthusien ou anti-malthusien? Est-ce que vous pensez que l'accroissement de la démocratie est un bienfait pour le développement économique ou au contraire que cet accroissement détruit ou réduit les possibilités de développement économique? Je vais répondre à cette question différemment. Premièrement, si on devait décroître la population, ça veut dire qu'il faut sans doute éliminer quelques-uns. Non, la famine, la guerre, le prédateur. Imaginez-vous un instant. Hein? Marie Curie n'a pas pris naissance, ou bien Einstein, ou bien vous et moi. Hein? Ou bien... Merci de nous mettre dans la même catégorie qu'Einstein et Marie Curie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans notre limite, nous faisons ce que nous rendons service à la société. Hein? Oui, c'est vrai. Et sans doute, bon, il faut dire aussi que Hitler peut-être n'aurait pas pris naissance. Ni Hitler, ni Staline, ni tous les autres. Okay. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, il y a cette notion aspirationnelle de l'humanité, où nous envisageons toujours que nous serons meilleurs demain, et surtout que le soleil se lèvera demain. Et cette notion aspirationnelle exige une croissance démographique. Et cette notion aspirationnelle, c'est ce qui est à la base de toute amélioration dans la production, toute amélioration dans les rapports sociaux, et aussi c'est ce qui fait que les nations puissent être créées, et qui constitue des marchés. Sans une croissance démographique, vous ne pouvez jamais avoir de marché. Donc la croissance économique elle-même ne peut pas avoir lieu. Et l'un des éléments fondamentaux de la croissance économique, c'est la consommation. C'est une croissance démographique quels sont vos consommateurs? Hein? Oui, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aborder cette question pratiquement au cas par cas? Si on prend le cas de la Chine, vous venez de le rappeler, pendant des années, la Chine a puni les couples qui avaient plus d'un enfant. C'était considéré comme un crime. Okay, bon. Il fallait absolument limiter cette progression démographique.
On a évoqué tantôt la notion, la question politique dans le contrôle de la démographie. Oui. Parce que nous avons vu qu'en Israël, ils veulent un accroissement. Au Japon, aujourd'hui, les gens meurent beaucoup. Plus de gens meurent que de gens naissent. Donc, il faut quand même que la politique publique puisse adresser cette question. Dans le même temps, le Japon est le pays qui compte le plus grand nombre de centenaires. Oui, mais... Donc les gens vivent de plus en plus vieux, soit leur mode de vie, soit les progrès de la médecine, etc. Ils font de moins en moins d'enfants. Donc on se retrouve dans des pays à majorité de vieillards, à majorité de vieillards avec peu de renouvellement, face à des pays émergents où vous avez 50% de la population qui a moins de 25 ans. Maintenant, il faut souligner une chose très importante. La notion d'avoir un équilibre entre le taux de naissance et le taux de mortalité. Et plutôt, disons, je dirais plutôt, avant de prendre la mortalité, mais le taux de vieillissement. C'est que les gens qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite, les bénéfices sociaux qu'ils reçoivent viennent des impôts que paient les jeunes. Oui. Ce sont les actifs qui payent pour les retraites des vieux. C'est pourquoi une chute dans la croissance démographique est inquiétante. Donc, c'est vraiment, il faut... Et toutes les fois qu'il y a ce décalage, la productivité d'une nation aussi chute. C'est vraiment... Les choses sont... Donc, tout est lié quelque part. Donc, il faut vraiment avoir une politique public sensé qui tient compte de tous les éléments sociaux qui font d'une société une société. Et qui reste le point d'achoppement de la plupart des pays. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en France. Quel est le thème, le souci premier de la population française? Il vient d'y avoir des élections présidentielles, un nouveau gouvernement vient d'être nommé. Il y a deux choses. Il y a le pouvoir d'achat de la population qui, plus ou moins stable. Certains disent qu'il baisse, d'autres disent qu'il a augmenté. Et également, justement, cette question de retraite. Là, le chantier le plus lourd et le plus dangereux qu'aura à affronter la nouvelle première ministre Elisabeth Borne, c'est précisément le dossier de la réforme des retraites. La réforme des retraites. Maintenant, faut-il travailler plus longtemps? Faut-il travailler moins? Faut-il augmenter les salaires? Si on augmente les salaires, l'inflation va monter. Si l'inflation monte, on rentre dans un cercle vicieux. Il faut quand même faire le point que les impôts assurent les bénéfices sociaux. Donc, parce que l'État ne vit que des impôts. Et la gestion des impôts permet à ce que les bénéfices sociaux soient payés, soient versés aux bénéficiaires. Maintenant, pour qu'il y ait des bénéfices sociaux, il faut qu'il y ait emploi. Donc, il faut croissance économique. Bien sûr. Maintenant, pour qu'il y ait croissance économique, il vous faut des ouvriers. Ou bien, je préfère dire, il vous faut des emplois. Oui. Et les emplois... Et les emplois, c'est à partir des emplois que les impôts seront perçus. Donc, et ces emplois doivent être bien payés pour que les gars qui travaillent aujourd'hui puissent avoir le pouvoir d'achat et malgré leur contribution, leur contribution au trésor public n'estropie pas leur habilité de se nourrir, de se vêtir et de vivre. Maintenant, il se trouve qu'il y a un conflit fondamental dans cette notion. Le conflit fondamental dans cette notion, c'est que nous vivons dans un système capitaliste. Et le système capitaliste, le moteur du système capitaliste, c'est la croissance du taux de rendement. Et ceci, ça se mesure chaque année. Et quel est le taux de rendement, ou bien si vous voulez, par quel pourcentage les actifs d'une société, par quel pourcentage les actifs d'une société ou d'une entreprise a grimpé d'un exercice fiscal à un autre. Et le plus de pression qui existe sur
sur ce taux de croissance, le moins ces entreprises sont capables de payer des salaires qui permettent d'avoir un pouvoir d'achat qui satisfait les attentes des ouvriers, des employés. Vous savez, donc il y a ce conflit fondamental, parce qu'à l'intérieur du système capitaliste même, la notion de la décroissance continue du taux de rendement, c'est un acquis. Oui. Hein? Donc, le fait qu'il y a ça, donc la bataille pour l'augmentation du pouvoir d'achat est une bataille beaucoup plus politique que les gens ne pensent. Et les gens et c'est très rare à entendre les gens vous lier la chute du taux de rendement à la chute du taux du pouvoir d'achat. Parce qu'il vous faut l'un pour avoir l'autre. Hein? Oui. Et là-dessus vient se greffer le chômage, le taux de chômage qui monte, Absolument. qui descend, etc. Cette réserve de chômeurs qui permet de garder les salaires bas. Bon, mais cette réserve de chômeurs, il faut dire aussi, c'est eux, à travers cette réserve, que vous pouvez insérer les nouveaux consommateurs. Donc, il y a vraiment... Oui, tout ça est... Absolument. La notion de la politique publique pour adresser toutes les inquiétudes de la société, c'est vraiment quelque chose... il faut des têtes pensantes. Merci, William. Merci. Bon... vous vous en êtes rendu compte, nous n'avons pas résolu la question de l'adéquation entre la démographie et le développement économique. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Malthus est un petit peu dépassé aujourd'hui, mais on ne s'en sortira pas. Il y a trop de notions. Le taux d'inflation, le taux d'intérêt, le pouvoir d'achat, et la natalité, la mortalité, l'immigration maintenant qui arrive avec... on n'aura pas réglé cette question. Il faut dire une dernière chose, hein. Malgré que Malthus soit dépassé de loin, il y a encore des gens en Haïti qui sont des adhérents de la théorie de Malthus. Oui, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Oui, pour les mêmes raisons. Ah, bon. Bon, autant pour moi. Qu'il avait évoqué en 1840. Bon, ok. Eh bien, d'accord. Ben voilà. Nous avons essayé d'ouvrir quelques portes et fenêtres sur cette vaste question de la démographie, de ses implications sur l'économie ou non. À vous maintenant de continuer à ouvrir des portes et des fenêtres dans ce domaine et de continuer à vous informer. Bon week-end à toutes et à tous.